Julien, un jeune homme mince à l'allure fatiguée, portait sur son dos une fracture invisible mais douloureusement réelle, celle de son omoplate droite, souvenir permanent des violences infligées par son père adoptif. Alors qu'il approchait de son 24e anniversaire, il avançait lentement, presque péniblement, vers la gare située à environ 500 mètres, avec l'allure de ceux qui portent non seulement le poids d'un sac, mais celui d'une vie tout entière. Le quartier qu'il traversait avait quelque chose d'oppressant. Les jardins à l'abandon devant les maisons semblaient étouffés sous les mauvaises herbes et la moisissure du temps. Les clôtures rouillées, les buissons décharnés, et les silhouettes d'arbres tordus projetaient des ombres sinistres sur le trottoir. Une angoisse sourde s'en dégageait, comme si la tristesse elle-même avait élu domicile ici. Entre les arbres, dans les recoins des fourrés ou les allées désertes, s'entassaient des ordures, vieilles chaises défoncées, bouteilles vides, sacs éventrés. N'importe qui aurait pu s'y cacher. Il y avait là une multitude de bâtiments abandonnés, aux fenêtres brisées, aux murs tagués et aux toits effondrés. Le genre d'endroit où l'on préfère ne pas s'attarder. Sur son autre épaule, Julien portait un énorme sac de randonnée, au moins 100 litres de contenance, débordant de vêtements, de souvenirs, d'affaires entassées au fil de ses 24 années d'existence. C'était sa maison sur son dos. Tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il n'avait jamais eu. Le ciel, quant à lui, s'assombrissait d'une manière inquiétante. Les nuages s'étaient épaissis, masquant la moindre lumière stellaire. La nuit devenait une encre noire. Son billet de train, son précieux sésame vers un ailleurs, indiquait 23h21. Il était un peu plus de 21h, ce qui lui laissait 2 heures à attendre. Mais les bulletins météo l'avaient averti, une tempête violente, avec des éclairs, du tonnerre, et peut-être même de la grêle, était attendue, à 23h16. 5 minutes avant son départ. Julien espérait seulement que la gare, même délabrée, offrirait au moins un coin à l'abri pour patienter. Il continua à marcher, le sac glissant sans cesse sur sa veste trop légère pour la saison. À un moment, il faillit le laisser tomber, mais se pencha brusquement pour le rattraper, provoquant une vive douleur dans son dos meurtri. Il grimaça, serra les dents, et attendit quelques secondes, figé dans la nuit, que la souffrance se calme. Puis, il reprit sa route. Dans la poche intérieure de sa veste, il avait glissé son billet, ses papiers et un peu d'argent. Pas assez pour changer de vie, mais suffisant pour un sandwich et une bouteille d'eau. Ce qu'il vivait là, seul dans la nuit, aurait ému même les âmes les plus insensibles. Ceux qui ne pleurent jamais, ceux que l'on croit froids comme la pierre, auraient ressenti un frisson dans le dos en entendant son histoire. Ou du moins un pincement au cœur, une gêne difficile à ignorer. Mais Julien ne pleurait pas. Il avait pleuré toutes les larmes de son corps, des années durant, en silence, dans sa chambre, sous sa couette, dans les toilettes fermées à clé. Et depuis l'enfance, ses parents biologiques, aujourd'hui disparus, lui avaient laissé en héritage une force simple mais inébranlable, celle de ne jamais abandonner. Il lui avait appris que même dans les ténèbres, il fallait continuer à avancer. Que même quand on tombe, on doit se relever. Tant qu'il restait un souffle de vie, il fallait marcher, encore. Ces paroles-là, Julien les avait gravées dans son cœur. Même s'il n'avait pas vécu beaucoup d'années, il en avait déjà trop vu. À sa droite, un bruit discret de roue se fit entendre. Un train passait au loin. Le son métallique sur les rails résonnait comme une promesse. Le cœur de Julien se serra légèrement à l'idée que, bientôt, ce serait lui à bord. Il sourit malgré lui en s'imaginant installé près d'une fenêtre, regardant défiler la nuit, les écouteurs bon marché dans les oreilles, une playlist de chansons tristes comme toile de fond. Rien d'extravagant. Juste ce moment de paix simple, quitter, partir, fuir. Car dans son esprit, le départ n'était pas qu'un changement de lieu. C'était un acte de renaissance. Ce train était la coupure nette, la rupture définitive avec ceux qu'il appelait ses parents adoptifs, mais qu'il considérait comme les geôliers de son enfance brisée. Il haïssait jusqu'au mur de leur maison, jusqu'au couvert de leur cuisine. Il rêvait que cette partie de sa vie s'efface. Que la mémoire, par miracle, le soulage. Que s'il tombait, perdait connaissance et se réveillait à l'hôpital, il ne se souvienne plus de rien. Ce serait une chance. La plus grande après le train. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la gare désormais. En entrant dans la zone, il sentit le vent s'engouffrer sous sa veste, mordant sa peau. Il avança sans se presser vers le quai. L'idée de pénétrer dans le bâtiment principal ne l'attirait pas. À l'intérieur, il faisait chaud, presque étouffant, et Julien craignait de s'assoupir sur un banc, de rater son train,
et de se retrouver prisonnier encore une fois. Il préférait rester debout, éveillé, les nerfs en alerte. Autour de lui, aucun abri. Pas de banc. Pas même une toiture. Il allait devoir attendre là, en plein air. 2 heures. Peut-être sous la pluie. Il haussa les épaules, sortit ses écouteurs. Jusqu'ici, il avait évité de les utiliser. Le quartier n'était pas sûr. Il fallait rester attentif, entendre les pas, les voix, les dangers. Mais là, maintenant, le calme était total. Il les enfila, les connecta à son téléphone, et lança une playlist aléatoire. Depuis quelque temps, Julien n'écoutait que de la musique triste. Pas pour se faire du mal. Plutôt parce que ses mélodies le comprenaient, elle. Elle disait tout ce qu'il ne pouvait pas raconter. Debout sur le quai, le visage figé, il laissait le vent d'automne lui caresser le front. Le temps passait lentement, mais il tenait bon. Une chanson débuta, une qu'il n'aimait pas. L'artiste lui déplaisait, trop faux, trop bruyant. Il sortit son téléphone pour passer à la suivante. Et là, il vit l'heure, 23h01. Il leva les yeux vers le ciel. Les nuages étaient si bas qu'on aurait cru qu'ils allaient engloutir la gare tout entière. Une chape sombre et mouvante, comme un couvercle sur une boîte qui se referme. Autour de lui, toujours aucune trace de vie. Personne. Pas un voyageur, pas un guichetier. La gare était déserte, aussi vide qu'un théâtre abandonné. Le vent s'était levé. Il sifflait entre les colonnes de béton, faisant danser les feuilles mortes dans une valse morne. Alors, Julien prit une décision. Il allait entrer dans le bâtiment. Peut-être y trouverait-il quelqu'un. Une présence humaine. Un regard. Un mot. N'importe quoi pour tenir encore 20 minutes. Il marcha vers les grandes portes à moitié rouillées, posa la main sur la poignée, et poussa doucement. Derrière, le silence régnait aussi. Mais au moins, il y avait un toit. Une lumière blafarde clignotait au plafond. Une vieille horloge murale, arrêtée sur 17h42, semblait figée dans un autre temps. Julien posa son sac au sol. Lentement. Comme on dépose un fardeau trop longtemps porté. Il s'assit, enfin, sur le bord d'un vieux banc en bois. Le dos droit malgré la douleur. Le cœur battant plus fort que jamais. Il était presque 23h10. Le train allait arriver. Et pour la première fois depuis des années, Julien n'allait pas fuir. Il allait partir. Vers un ailleurs. Vers un peut-être. Vers une vie. La nuit enveloppait la petite gare d'une chape oppressante, presque irréelle. L'obscurité s'était emparée des rues désertes, du ciel sans étoiles et même des pensées de Julien, ce jeune homme mince au regard fuyant, silhouette solitaire dans un décor figé. Et pourtant, au cœur de cette pesanteur, brillait en lui une étincelle que rien n'avait réussi à éteindre, une volonté de vivre, farouche, intacte. C'est elle qui le poussait, malgré la douleur lancinante à son omoplate fracturée, à quitter la ville où il avait toujours vécu. C'est elle qui lui donnait la force de recommencer ailleurs, d'espérer une autre vie. La gare était aussi vide qu'un rêve abandonné. Aucun murmure, aucun pas, aucun voyageur attardé. Juste un guichetier solitaire, enfermé derrière une vitre vieillie, protégé de grilles rouillées. Il semblait appartenir à un autre temps. Penché sur une grille de mots croisés, il traçait lentement des lettres d'un autre monde. Julien, en entrant, jeta un regard circulaire. Personne. Le silence était lourd, presque sacré. Il s'approcha discrètement d'un banc et s'y assit, le dos douloureux, le cœur battant. Ses pas résonnèrent dans le hall vide, et ce simple bruit éveilla l'attention du guichetier. « Où vas-tu » lança ce dernier, les yeux plissés derrière de grosses lunettes épaisses, en s'approchant de la fente de la vitre. « Tu es là pour acheter un billet » ? « Non, j'ai déjà acheté mon billet, » répondit Julien, la voix neutre. « Mon train arrive dans une dizaine de minutes. » Le guichetier parut surpris. Il s'approcha un peu plus, posa sa main ridée sur le rebord de la vitre et détailla Julien du regard, comme s'il découvrait une créature étrange. « Intéressant. Tu es sûr de ne pas t'être trompé ? Peut-être que tu t'es confondu de date ou d'heure. Parce que, vois-tu, tu es le seul ici. Le seul à prendre ce train. Personne d'autre n'a acheté de billet. » Julien, un peu décontenancé, ouvrit sa veste et en sortit le précieux sésame. « Regardez, dit-il. C'est bien aujourd'hui.
Ce train. Cette destination. Le guichetier sourit en coin, presque moqueur. T'aimes voyager seul, on dirait. Julien sentit un frisson d'agacement lui remonter l'échine. Il n'avait pas envie de s'expliquer. Pas envie de dire que ce train, ce départ, cette solitude, étaient des choix dictés par des années de souffrance. Il répondit calmement, mais avec une pointe de fermeté. J'ai juste envie d'arriver à destination. Et pourquoi personne d'autre ne va là-bas? Ajouta le guichetier, narquois. Je n'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir. L'homme hocha la tête et retourna à sa grille de mots croisés, lâchant un petit rire sec, comme pour marquer la bizarrerie de cette scène. Il sortit son téléphone, consulta l'heure, 23h16. Le hall était toujours plongé dans le silence. Derrière la vitre, on apercevait les premières gouttes de pluie, timides, hésitantes. Mais l'orage, prévu pour cette heure-là, n'avait pas encore éclaté. Même ici, il mente, marmonna-t-il en consultant les prévisions météo. Il n'eut pas le temps de finir sa recherche. Un grincement métallique, un froissement puissant fendit la nuit, un train approchait. Julien sursauta, éteignit rapidement son téléphone, et saisit son immense sac à dos posé près de lui. Il le remit sur son épaule valide et se leva d'un bond. Le train arrivait. Il était temps. Bon voyage, lança le guichetier, presque en chuchotant. Julien se retourna. Vous ne voulez pas vérifier mon billet? J'ai confiance en toi, répondit l'homme sans même relever la tête. Julien n'insista pas. Il sortit de la gare. Dehors, les nuages étaient épais comme du béton, mais la pluie se faisait encore attendre. Le train freina lentement, dans un crissement métallique, puis s'immobilisa sur le quai. Les portes s'ouvrirent dans un soupir. Julien regarda autour de lui. Personne sur le quai. Il scruta les vitres du train, quelques passagers, épars, endormis ou absorbés par leurs pensées. Rassuré de ne pas être totalement seul, il monta à bord, choisit un siège isolé et s'y installa. Il posa son sac, sortit ses écouteurs de sous sa veste et les plaça sur sa poitrine. Puis, lentement, il appuya sa joue contre la vitre froide. La musique s'éleva doucement dans ses oreilles, une mélodie triste, déchirante. Les larmes, silencieuses, commencèrent à couler le long de ses joues. Devant lui s'ouvrait un avenir entièrement neuf. Il n'avait plus rien à perdre. Il s'était promis de ne jamais revenir en arrière. D'oublier. De guérir. Quand les portes se refermèrent, la première goutte de pluie glissa sur la vitre. Puis une autre. Puis 100 autres. C'était comme si le ciel lui-même attendait que Julien parte pour commencer à pleurer. Il y vit un signe. Une bénédiction discrète. La pluie tombait au moment exact où le train démarrait, et cela lui parut juste. Presque sacré. Le train prit de la vitesse. Julien ferma les yeux. Il sentait que la vie l'attendait, ailleurs. Une vie sans chaîne. Une vie peut-être magnifique. En tout cas, 1000 fois plus douce que celle qu'il laissait derrière. Quelques jours plus tôt. Il était tard. Le supermarché où Julien travaillait avait fermé depuis longtemps. Il marchait lentement vers la maison, les pieds douloureux, l'âme plus encore. Il espérait une seule chose, que M. Colomb et Mme Maria, ses parents adoptifs, dorment déjà. Car s'ils étaient encore éveillés, il savait ce qui l'attendait. Des cris. Des reproches. Ou pire. M. Colomb était de ces hommes qui enfouissent leur rage jusqu'à ce qu'ils trouvent un exutoire. Et cet exutoire, depuis des années, c'était Julien. En approchant de la maison, il vit la lumière de la cuisine encore allumée. Son cœur se serra. Il s'arrêta, inspira longuement. Il devait affronter encore une fois cette mascarade familiale. Ce théâtre cruel où l'amour n'avait jamais été distribué. Chez lui, il ne trouvait aucun refuge. Ce foyer était devenu sa prison. Un lieu de torture psychologique et parfois physique. Son omoplate le lui rappelait chaque nuit. Il ouvrit la porte, traversa la cour silencieuse. Son regard se posa sur la niche du chien, près de l'entrée. Une vieille cabane en bois, construite par M. Colomb lui-même des années auparavant. Même l'animal avait l'air triste, résigné, comme s'il avait compris que les humains ici avaient oublié comment aimer. Julien soupira. Il savait que sa vie ne pouvait plus continuer ainsi. Il savait que s'il restait, il finirait brisé, écrasé, dissous dans l'indifférence ou la violence. Ce soir-là,
il avait pris sa décision. Il allait partir. Et maintenant, dans ce train filant à toute allure dans la nuit, Julien souriait pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était pas un grand sourire. C'était fragile, timide, comme un bourgeon au cœur de l'hiver. Mais c'était un sourire vrai. Derrière lui, les ombres s'effaçaient. Devant lui, une lumière encore invisible, mais promise. Et c'était tout ce qu'il lui fallait. Cela faisait quelques années que les planches humides de la vieille niche n'avaient pas été changées. Malheureusement pour Gus, ce vieux chien fidèle à la truffe grise et au regard fatigué, il y avait trouvé refuge comme on accepte un sort injuste, sans bruit ni révolte. Cette vision brisait le cœur de Julien. Il détestait voir Gus couché là, sa tête sale reposant mollement sur ses pattes osseuses, l'air résigné. Et pourtant, dans ce regard abattu persistait une lueur ténue, presque irréelle, celle de l'espoir. À chaque fois que Gus apercevait Julien, sa queue battait doucement la poussière, comme un rappel silencieux que l'amour n'abandonne jamais, même quand le monde s'effondre. Julien, lui, ressentait une honte profonde non seulement de ne pas pouvoir aider l'animal, mais aussi de ne même pas être capable de se sauver lui-même. En refermant lentement la porte du petit patio derrière lui, il tenta de rassembler le peu de courage qui lui restait. Il savait que l'instant tant redouté approchait, celui où sa colère enfouie, longtemps étouffée sous des couches de silence et de peur, risquait d'éclater. Il avait beau lutter contre sa nature docile, tenter de se convaincre qu'il était temps de se défendre, quelque chose en lui résistait encore. Une peur viscérale, ancienne, enracinée dans son ventre. Même la voix douce de son père, cette voix aimée, aujourd'hui disparue, qui semblait lui souffler à l'oreille, tel un ange gardien, relève-toi, même quand tout va mal. Continue d'avancer, toujours, même cette voix ne lui apportait plus aucun réconfort. Madame Maria surgit soudain du salon, son visage fermé comme une porte que l'on claque. Julien sentit immédiatement son regard pénétrant. C'était un regard qui ne jugeait pas, il exécutait. Il le fouillait jusqu'à l'âme, cherchant la moindre fissure pour y planter le mépris. « Il n'y a pas assez de travail ici pour que tu rentres aussi tard », lança-t-elle avec un sourire venimeux. Julien déglutit, cherchant ses mots. Il répondit d'une voix douce, presque inaudible. « Je devais attendre la relève. Je ne pouvais pas quitter le supermarché avant l'arrivée de mon remplaçant. » Il n'eut pas le temps d'ajouter un mot de plus. Le poing de M. Colomb, brutal comme un coup de masse, s'abattit sur son visage. Julien s'effondra à moitié, les mains plaquées sur sa joue, mais il ne pleura pas. Il savait que crier ne servait à rien. Il savait surtout que, quoi qu'il dise, il serait frappé. Mieux valait une parole douce accompagnée d'un coup modéré, que le silence suivi de la rage. « Hier tu m'as ramené 3 malheureux billets, cracha Colomb. Et aujourd'hui? T'as rien? Hein? T'as rien pour moi, sale morveux? » Ce soir-là pourtant, quelque chose en Julien changea. Lentement, il redressa la tête. Il osa croiser le regard de l'homme qui l'écrasait depuis des années. À la table, Colomb était affalé dans un vieux fauteuil, torse nu, les yeux cernés et injectés de sang, résultat d'années d'alcool et de bassesse. À ses côtés, Maria, robe de chambre froissée sur les épaules, était assise sur un tabouret sans dossier, les bras croisés, la bouche tordue d'un mépris venimeux. Il semblait l'observer comme on regarde un insecte qu'on s'apprête à écraser du talon. Et puis, soudain, tout bascula. L'obscurité. Une obscurité totale, absolue, suffocante. Julien ne voyait plus rien. La scène s'effaçait. Il se retrouvait piégé dans ce rêve familier, ce cauchemar récurrent où la maison devenait gouffre, où chaque pas résonnait comme une chute. Il tentait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Puis, il ouvrit les yeux. Ce n'était qu'un rêve. Encore. Ce cauchemar qui le poursuivait chaque nuit, comme un fantôme accroché à sa peau. La musique triste de ses souvenirs vibrait encore dans ses oreilles. Dehors, la nuit était profonde, opaque. Mais au moins, il ne pleuvait plus. Julien, encore somnole, se frotta les yeux. Il regarda autour de lui. Le wagon était sombre, presque vide. Il espérait que le train avait déjà parcouru une longue distance. Il espérait, surtout, ne pas être seul. Mais non. Le wagon était désert. Peut-être s'était-il arrêté à une gare, et les passagers étaient descendus. Ou peut-être, était-ce toujours la même nuit, interminable. Il aurait pu changer de wagon. Aller voir ailleurs. Mais il choisit de rester là.
là où le silence ne lui faisait plus peur. Il n'y avait pas de contrôleur. Il était libre de se déplacer. Un peu triste, il tourna une dernière fois la tête vers l'extérieur. À travers les vitres, une forêt défilait, comme un couloir d'ombre mouvante. Était-ce seulement un couloir? Ou une vraie forêt? Peut-être. Peut-être qu'il y avait là, tapis entre les troncs, des bêtes sauvages. Des renards, des ours, des loups. Des choses qui pouvaient le dévorer. Et pourtant, une pensée étrange le traversa, être dévoré par une bête sauvage, serait peut-être moins douloureux que de continuer à vivre comme avant. Il n'y avait ni lumière, ni route, ni présence humaine à l'horizon. Tout semblait vide. Aussi vide que son cœur. Julien sortit son téléphone. Il restait 6 heures avant l'arrivée. Épuisé, il posa sa tête contre la vitre froide. Il regarda, encore une fois, les arbres qui défilaient. Puis il s'endormit. Par un miracle, il se réveilla au bon moment. Le train ralentissait, les freins grondaient doucement. La gare approchait. Julien descendit du wagon. Et soudain, tout changea. La gare était animée, vibrante de vie. Rien à voir avec son village natal. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il n'était plus seul. Il n'y avait plus de voix pour lui dire qu'il n'avait pas sa place. Plus de regards pour le juger. Il était ailleurs. Et c'était déjà immense. Il regarda autour de lui. Tout était mouvement, vie, humanité. Mais quelque chose tira sur son épaule, son sac à dos. La sangle glissait sans cesse de sa veste. Julien essaya de le rattraper avant qu'il ne tombe. Il y parvint de justesse. Mais ce simple geste provoqua une douleur fulgurante dans son épaule fracturée. Il grimaça. Quand il releva les yeux, il vit soudainement, juste devant lui, un homme. Un inconnu. Il avait la peau mate, les yeux calmes et le regard profond. Il portait un manteau de laine aux couleurs inhabituelles. Il semblait surgir de nulle part. Et Julien comprit que son voyage, le vrai, ne faisait que commencer. L'homme paraissait jeune, peut-être dans la quarantaine, mais quelque chose dans son visage démentait cette apparente jeunesse. Ses yeux vifs et ses lèvres pleines gardaient une certaine fraîcheur, mais ses traits étaient sillonnés de rides discrètes, signes silencieux d'une vie marquée par l'expérience, les douleurs muettes, et peut-être quelques secrets. Julien, d'abord, ne comprit pas ce qu'il se passait. L'homme le fixait sans hostilité, mais avec une intensité désarmante. Ce n'était ni de la colère, ni de la bienveillance, c'était autre chose. Un regard qui cherchait, qui fouillait au-delà de l'apparence. Comme s'il lisait en lui comme dans un livre ouvert, explorant les recoins de son âme sans même lui demander la permission. Après quelques longues secondes, le visage de l'homme se transforma, une ombre de crainte, ou peut-être même d'effroi, traversa ses traits. « Pourquoi es-tu venu ici » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « De qui fuis-tu » Pris de court, Julien bredouilla. « De quoi parlez-vous » ? « Je ne fuis personne. »« Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas à la question. Il pencha légèrement la tête, comme pour mieux observer Julien sous un autre angle. « Tu n'es pas venu ici par hasard, dit-il calmement. Je vois la peur dans ton regard. Tu as fui une vie qui t'étouffait, n'est-ce pas » Julien voulut répliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment aurait-il pu expliquer ce qu'il ressentait? Il n'avait jamais cru aux forces invisibles, ni aux dons surnaturels, et encore moins aux devins mystérieux. Mais il savait, sans comprendre pourquoi, qu'il ne pouvait pas tourner les talons et ignorer cette rencontre. « J'ai peur » murmura-t-il soudain, presque à son propre étonnement. Les mots avaient jailli de ses lèvres avant même qu'il n'ait le temps de les formuler consciemment. À cet instant, un frisson le parcourut. Ce n'était pas seulement la peur de l'inconnu, mais celle de se retrouver face à une vérité qu'il avait toujours évitée. L'homme s'approcha d'un pas et posa un regard profond, presque tendre, sur lui. « N'aie pas peur, dit-il. Ce que tu as laissé derrière toi ne reviendra plus. Ou du moins, si cela tente de revenir, tu seras prêt à l'en empêcher. Ta vie, telle que tu la désires vraiment, commence maintenant. Les étoiles et le ciel te guident, Julien. Elles t'ouvrent un chemin vers le bonheur que tu mérites. Ton destin est désormais entre les mains de forces invisibles qui ne permettront plus à l'enfer de refaire surface. Tu es rentré chez toi, Julien. » Julien resta bouche bée. Le cœur battant à tout rompre. Comment connaissait-il son nom?
Était-ce une coïncidence? Avait-il entendu quelqu'un le prononcer? Impossible. Il n'avait parlé à personne. Était-ce un don véritable? Il avait bien entendu, autrefois, que certains lisaient l'avenir dans les lignes de la main, mais jamais il n'aurait cru qu'on puisse déceler le passé et le nom d'un inconnu d'un simple regard. Cet homme avait quelque chose d'irréel. Une présence troublante, surnaturelle. L'homme recula alors d'un pas, inclina légèrement la tête comme pour saluer Julien avec respect, puis se détourna et disparut dans la foule sans un mot de plus. Julien demeura figé, les membres engourdis, incapable de bouger. Il clignait des yeux comme si le monde autour de lui s'était soudain déplacé, déformé, comme dans un rêve. Il ne reprit le contrôle de ses gestes qu'un long moment après la disparition de l'étrange personnage. Il se remit en marche, encore bouleversé, l'esprit assailli de questions sans réponse, à la recherche d'un endroit où il pourrait poser ses affaires et, peut-être, commencer quelque chose de nouveau. Il visita une petite maison, modeste et vieillissante, où l'attendait une jeune femme à peine plus âgée que lui. Ses traits étaient doux, mais son regard trahissait une tristesse qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Tandis qu'elle lui faisait faire le tour des lieux, elle parlait d'une voix posée, racontant les souvenirs liés à chaque pièce avec un mélange de tendresse et de mélancolie. Il y avait dans son ton une vibration particulière, celle des gens qui ont aimé, beaucoup, mais qui ont perdu plus encore. « Pourquoi avez-vous décidé de la vendre ?» demanda Julien, en effleurant le vieux papier peint qui se décollait du mur du salon. « Cette maison, elle a été toute ma vie, » répondit-elle doucement. « Mais parfois, on ressent le besoin de tout laisser derrière soi. Pas parce que c'est sans valeur, au contraire, mais parce que certains souvenirs empêchent d'avancer. Mes parents y ont vécu, ils y sont morts aussi. Je reviens ici parfois, je relis mes journaux d'enfance, je me perds dans les murs. Mais je sais que ce n'est plus ma place. Il me manque, Julien. Et je crois que s'ils étaient encore là, ils voudraient que j'avance. Alors je le fais. Lentement, douloureusement, mais je le fais. » Julien sentit son cœur se serrer. C'était comme entendre sa propre histoire racontée par une autre voix. Deux âmes en fuite, deux passés qui pesaient trop lourd, deux existences suspendues entre deuil et espoir. « Je comprends, » dit-il simplement. Il y eut un silence, puis elle ajouta. « Tu sais, j'ai mis un prix très bas. Pas parce qu'elle ne vaut rien, mais parce que je veux qu'elle parte, qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Les souvenirs, on finit toujours par n'en garder que les bons. Le reste, on l'efface, comme les ombres au coucher du soleil. » Elle conclut la visite avec un sourire timide. La vente fut conclue le jour même. Dans un sac soigneusement préparé, Julien avait une somme d'argent économisée depuis des années. Un capital qu'il avait accumulé en mentant parfois sur son salaire à ses parents adoptifs cruels. Il ne savait pas exactement pourquoi il avait gardé cet argent si longtemps, ni ce qu'il espérait en faire. Peut-être était-ce simplement une forme d'instinct. Une habitude de survie. Ou peut-être une prophétie inconsciente, celle d'un jour nouveau, d'un recommencement. Et voilà. Il tenait les clés. Claire, c'était le nom de la vendeuse, quitta la maison sans se retourner. Julien, lui, resta longtemps sur le seuil, le sac à ses pieds. Il respira profondément. Il n'avait pas encore toutes les réponses. Mais il avait enfin un lieu où les chercher. Claire avait perdu son père alors qu'elle n'était qu'une enfant. Depuis ce jour douloureux, elle s'était accrochée à ses valeurs comme à une bouée dans les tempêtes de la vie. Elle suivait à la lettre ses principes de sagesse, de rigueur et de prévoyance. Elle admirait sa façon presque sacrée de tout planifier, d'anticiper l'avenir avec calme, et surtout, la manière dont il avait pris soin de préparer aussi sa propre vie. Il avait veillé à tout, jusqu'au moindre détail. On pouvait dire qu'elle avait, elle aussi, épargné pour les jours de pluie. Et ce jour de pluie était enfin venu, silencieux, inévitable. Après le décès de sa mère, les démarches juridiques pour le transfert de propriété avaient pris plusieurs semaines. Lorsque tout fut réglé, Claire fit ses adieux à Julien, non sans émotion. Elle lui confia la maison familiale avec une demande simple, en prendre soin, comme s'il s'agissait d'une part de son âme. Et dans les yeux de Julien, elle avait vu une promesse muette. Elle savait qu'il tiendrait parole. Elle continuait à lui écrire de temps à autre, s'enquérant de la maison, de sa vie. Julien s'installa rapidement dans cette vieille bâtisse, perdue au cœur d'un petit village isolé, loin du tumulte de la ville. C'était tout ce dont il avait rêvé, la nature, la paix, la lenteur du temps, et cette sensation précieuse de recommencer ailleurs. Peu à peu,
il prit ses repères dans cette maison modeste mais pleine de charme. Le mobilier était ancien, sans éclat, mais chargé d'histoire. Un vieux lit superposé en bois trônait dans une pièce, accompagné de tapis usés, dont certains suspendus au mur comme des témoins d'un autre temps. Seul un détail le dérangeait, dans le salon, le papier peint se décollait lentement, du plafond jusqu'au sol, révélant derrière lui des pages de vieux journaux. Un après-midi, alors qu'il nettoyait, Julien fut intrigué. Il grimpa sur le canapé pour regarder de plus près. Les lettres étaient trop effacées pour être lues. Il se promit d'y revenir plus tard. Mais alors qu'il s'apprêtait à redescendre, un coin de papier attira son regard. Quelque chose dépassait du mur. Avec précaution, il le dégagea, 2 feuilles pliées en 4, glissées derrière le papier peint. L'une, manuscrite, portait une écriture minuscule mais soignée. L'autre, ornée de motifs délicats, était imprimée. Il s'agissait d'un document officiel. Julien fronça les sourcils. Était-ce un testament? Les grandes lettres imprimées confirmèrent son intuition. C'était bel et bien un testament, soigneusement rédigé. Il se concentra ensuite sur la lettre écrite à la main. Curieux, il s'assit sur le canapé, le cœur battant, et commença à lire. Chère Claire. Je sais qu'un jour tu tomberas sur cette lettre. Peut-être après que maman et papa soient partis. Peut-être en rénovant la maison. Ou peut-être que c'est l'homme que tu aimeras qui la découvrira pour toi. Je ne peux pas deviner les circonstances, mais une chose est sûre, un jour ou l'autre, tu liras ces mots. Je ne peux pas non plus te dire quand papa et moi quitterons ce monde. Peut-être partirons-nous ensemble, comme dans une pièce de théâtre tragique ou un film d'amour. Ou bien la vie décidera autrement. Ce que je sais, c'est qu'après notre départ, ce testament changera peut-être quelque chose en toi. Peut-être, je l'espère, il te donnera un peu plus de paix et de lumière. Ce que ce testament t'apporte, c'est quelque chose que tu n'as jamais su. Quelque chose que tu n'étais pas censé savoir. Même si maman et moi avons toujours voulu t'élever avec intégrité, prudence et responsabilité, nous avons gardé ce secret, car l'argent peut altérer les cœurs. Une grosse somme d'argent peut déformer l'âme, la faire vaciller. Cet argent que nous te laissons, nous l'avons économisé en silence, pendant toute notre vie. Tu te souviens? Nous t'avons toujours répété, épargne pour les jours difficiles. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, cette somme peut t'offrir une vie confortable jusqu'à la fin de tes jours. Oui, Claire, nous avons vécu avec peu. Nous avons porté la pauvreté avec dignité. Nous avons été criblés de dettes, menacés par des hommes sans pitié. Mais jamais nous n'avons cessé de croire que tu aurais une vie différente. Une vie libre, pleine de possibilités. Nous avons tenu bon. Pour toi. Parce que tu étais notre espoir. Notre avenir. Peut-être que cet argent te servira à lancer ce projet auquel tu rêves depuis si longtemps. Si tu y parviens, si ce rêve devient réalité, alors tout ce que nous avons enduré aura eu un sens. J'écris cette lettre aujourd'hui, le jour de ta remise de diplôme. Ton sourire ce matin me hante encore. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse le temps a filé. Chaque jour, depuis ta première rentrée en CP jusqu'à ce jour, je me suis inquiété pour toi. J'ai prié pour que tu ne sois pas blessé, que tu ne sois pas harcelé, que tu ne te perdes pas dans les ténèbres du doute. J'ai espéré que tu t'en sortes, même dans tes pires moments. Aujourd'hui, tu es une jeune femme. Forte. Brillante. Et belle d'une beauté que seul l'amour peut reconnaître. Si tu lis ces mots, c'est que notre temps est terminé. Mais le tien ne fait que commencer. Utilise cet héritage avec sagesse. Ne te laisse pas changer par l'argent. Garde ton cœur pur, tes intentions claires, ton âme droite. Rêve, Claire. Rêve grand. Aime sans retenue. Pardonne sans raison. Et souviens-toi de nous, non pas pour ce que nous avons souffert, mais pour ce que nous avons espéré. Nous avons cru en toi, de tout notre être. Et nous continuerons de croire, là où nous serons. Les larmes montèrent aux yeux de Julien alors qu'il lisait ces lignes, pourtant destinées à une autre. Ce n'était pas sa lettre. Ce n'était pas sa famille. Mais à cet instant précis, il sentit tout le poids d'une vie, toute la tendresse d'un amour parental silencieux, toute la force d'une espérance transmise comme une flamme. Il sut que cette maison, malgré ses murs décrépits et ses tapis fatigués, abritait quelque chose de sacré. Et en refermant doucement les feuilles, Julien leva les yeux vers le plafond. Un rail de lumière filtrait entre les rideaux,
éclairant la pièce d'une clarté paisible. Il se dit que cette lettre, ce testament, ces mots n'étaient pas que pour Claire. Ils étaient pour lui aussi. Pour tout âme un jour perdu, puis retrouvé. Tu as traversé tant d'épreuves, ma douce Claire. Tu as supporté l'indicible, affronté la vie avec une force silencieuse qui nous a souvent laissés admiratifs. Aujourd'hui, tu es devenue une femme. Une jeune femme lucide, debout, prête à embrasser le monde avec la tendresse et la sagesse que tu as cultivée en silence. Je me souviens encore, avec émotion, de ce rêve que tu portais dans ton cœur, étudier l'art, peindre le monde à ta manière, le rendre plus beau, plus juste. Quelle vocation magnifique! Je prie Dieu chaque jour pour qu'il bénisse ton chemin, qu'il t'accorde le succès, mais surtout la paix intérieure. Sache, ma chère Claire, que maman et papa ont toujours cru en toi. En toi, ils ont placé leurs plus grands espoirs, non pas ceux de la gloire ou du prestige, mais ceux du cœur, espérer que tu vives une vie pleinement tienne. Même si, un jour, tu ne peux répondre à toutes nos attentes, n'aie aucun remords. Car ce que nous voulons, par-dessus tout, c'est ton bonheur et ce bonheur, toi seul peux le définir. Il ne nous appartient pas de te dicter ce que tu dois désirer. Avant notre départ, nous ne t'avons pas dit combien nous avions épargné. Peut-être par pudeur, peut-être parce que cela nous semblait secondaire face à l'essentiel. Aujourd'hui, pourtant, cette somme est plus que suffisante pour te permettre de vivre confortablement, et ce, peut-être pour le reste de ta vie. Nous aurions pu construire une grande maison, nous entourer de luxe, mais nous avons préféré tout offrir. Car tu es ce que nous avons de plus précieux. Claire, nous savons que tu as la tête sur les épaules. Tu n'as jamais été de celle qui court après les apparences ou les vanités. C'est pourquoi nous croyons fermement que tu sauras faire quelque chose de vraiment beau de cet héritage, pas simplement posséder de belles choses, mais les transformer en bien autour de toi. Même si tu ne deviens pas une personne importante aux yeux du monde, deviens-le à nos yeux, et surtout aux tiens. C'est tout ce qui compte. Ne nous déçois pas, mon enfant. Nous avons confiance en toi. Une confiance absolue. Lorsque tu liras ces lignes, cela signifiera aussi que notre vie terrestre aura pris fin. Que nous ne serons plus là, chaque matin, pour te souhaiter une belle journée, ou chaque soir pour t'embrasser tendrement. Mais nos cœurs ne t'auront jamais quitté. Nous espérons, du plus profond de notre âme, qu'un homme bon croisera ta route. Un homme qui t'aimera même lorsque la maladie te frappera, lorsque ton sourire s'effacera, lorsque les jours seront sombres. Un homme prêt à te prendre la main et à affronter, avec toi, les tempêtes de la vie. Car c'est cela l'amour vrai. Quand Julien termina la lecture de cette lettre bouleversante, un frisson le parcourut de la nuque jusqu'aux reins. Les larmes, discrètes mais sincères, montèrent aux yeux de Cécile. Le message laissé par la mère de Claire avait réveillé en eux des émotions oubliées, presque sacrées. Julien fut submergé par un souvenir lointain, celui du jour où il avait perdu ses propres parents. Ce même vertige de douleur et de tendresse mélangés. Il revit, dans un éclat de mémoire, les jeux dans le jardin avec son père, les plats fumants que sa mère lui préparait avec amour. Il retourna alors la feuille, découvrant qu'un message plus court était inscrit au verso, en une écriture fine et serrée. Quelques mots seulement, à peine une ligne et demie, mais ces mots suffisaient à bouleverser tout le cours d'une vie. Ce court passage révélait l'endroit exact où les parents de Claire avaient dissimulé une grande somme d'argent, un trésor destiné à assurer sa stabilité financière et à lui garantir une vieillesse paisible. L'endroit en question n'était qu'à une vingtaine de mètres de la maison, un vieil entrepôt oublié, vestige d'un passé simple mais organisé. Y accéder ne semblait poser aucun problème, si ce n'était le sentier qui y menait, envahi par les hautes herbes de l'été, désormais sèches et traîtresses. Mais peu importait. Il fallait vérifier. Il le fallait. Après quelques tâtonnements, Julien parvint enfin à mettre la main sur la boîte. Il la serra contre lui, puis quitta précipitamment l'entrepôt, le cœur battant. De retour à la maison au propre, sans poussière ni toile d'araignée, où il verrouilla la porte derrière lui, retira ses chaussures, son manteau, et se dirigea sans détour vers le salon. Il était temps. Assis dans le silence, Julien prit une profonde inspiration. Il ferma les yeux quelques secondes, rassembla tout son courage, puis souleva le couvercle de la boîte. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix, de l'or, de l'argent, des pièces anciennes, des billets soigneusement rangés, une fortune. Suffisante pour que Claire ne manque de rien jusqu'à la fin de ses jours. Suffisante pour transformer une vie. Sans perdre un instant, Julien se saisit du téléphone posé sur la table et composa le numéro de Claire. Il espérait qu'elle décrocherait.
Et elle le fit, aussitôt. Allô Claire? Lança Julien, d'une voix tremblante d'émotion. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. Mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Julien, répondit Claire, encore un peu confuse. Il est déjà 22 heures, tu vas bien? Il y a un problème? Oui, enfin, pas un problème, mais c'est quelque chose de grand. Tu peux venir? C'est important, Claire. Très important. Je t'en prie. D'accord. J'arrive. Je serai là dans 35 minutes, dit-elle avec une légère inquiétude perceptible dans la voix. Julien la reconnut aussitôt. Cette vibration particulière dans son timbre qui trahissait sa nervosité. Je t'attendrai, promit-il avant de raccrocher. 35 minutes plus tard, Claire frappa à la porte. Julien ouvrit sans attendre, l'invita à entrer et la conduisit directement dans le salon, là où tout l'attendait, la boîte, les lettres, le testament. Claire, ce que tu vas lire risque de t'émouvoir profondément. Peut-être même de te faire pleurer. Mais crois-moi, cela en vaut la peine. J'ai trouvé ça aujourd'hui, et, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Elle s'assit lentement sur le canapé. Julien lui tendit les documents. Claire lut d'abord en silence. Le testament était rédigé dans un style un peu vieilli, avec des phrases longues et parfois ambiguës. La formulation manquait de clarté, rendant sa compréhension difficile. Le texte parlait d'un héritage, d'une somme d'argent, mais ne précisait rien. Aucun montant. Aucun détail bancaire. Juste des mots enveloppés de mystère et d'affection. Et donc, demanda Claire, en relevant les yeux, un peu perdue. Que suis-je censé comprendre de tout cela? Julien lui sourit doucement. Il désigna la boîte, entr'ouverte. Regarde à l'intérieur, Claire. La réponse s'y trouve. Pas dans les mots, mais dans ce qu'ils ont voulu te transmettre, leur amour, leur sacrifice, leur confiance absolue. Claire se pencha, jeta un œil dans la boîte et se figea. Elle comprit. Pas seulement l'héritage, mais tout le sens du geste. Le silence des parents, leur choix, leur renoncement, leur foi en elle. Un héritage de cœur, autant que d'or. Une promesse de vie, d'avenir, de liberté. Elle se mit à pleurer doucement. Des larmes silencieuses, qui ne cherchaient ni spectacle ni consolation. Des larmes de reconnaissance. Ce soir-là, dans le salon tranquille d'une maison modeste, un cœur fut touché. Et un destin bascula doucement vers un avenir meilleur. C'était un testament, du moins c'est ce que Claire comprit en tenant ce document jauni par le temps. Une maison lui avait été transmise officiellement, c'était écrit noir sur blanc. Mais lorsqu'elle releva les yeux, la confusion se mêlait à l'émotion. Il n'est fait aucune mention d'argent, confia Julien avec une voix douce. Puis, après un bref silence, il ajouta. S'il te plaît, sois patiente. Ce que tu vas lire maintenant risque d'être difficile. Très difficile. Moi-même, alors que je ne suis qu'un simple témoin de cette histoire, j'ai été bouleversé aux larmes. Toi, Claire, cela va te toucher bien plus profondément. Si tu as besoin d'eau, d'un moment de répit ou simplement de parler, je suis là. Claire acquiesça en silence. Elle prit la feuille manuscrite avec la délicatesse d'une relique sacrée. Le papier tremblait entre ses doigts. Elle s'installa, le cœur battant, puis commença à lire. Les minutes s'écoulèrent lentement, comme suspendues. 10 longues minutes pendant lesquelles son regard suivait chaque ligne avec une intensité presque douloureuse. Et ce n'est qu'après avoir terminé sa lecture que ses larmes commencèrent à couler. D'abord silencieuses, discrètes, puis plus lourdes, incontrôlables. Le mascara se mit à tracer de longs sillons noirs sur ses joues. Elle ne tenta même pas de les essuyer. La douleur, la surprise, la tendresse mêlée, tout débordait en elle, comme une rivière rompant une digue. Quand elle termina, elle leva lentement les yeux vers Julien. Un regard bouleversé, chargé de 1000 émotions. Puis, sans un mot, elle se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Elle s'appuya contre l'appui de pierre froide et regarda le jardin noyé dans l'obscurité, comme si elle cherchait des réponses dans la nuit. « Veux-tu que je t'apporte un peu d'eau » demanda Julien avec une sincère inquiétude. « Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, je t'en prie. » Claire, tout cela a commencé parce que je suis tombé par hasard sur ce document. Si je n'avais rien découvert, tu n'aurais jamais su tout ça, et tu ne serais pas en train de souffrir ainsi. Claire tourna lentement la tête vers lui,
ses yeux encore embués, mais sa voix, bien que tremblante, était ferme. Je vais bien. Merci. Vraiment. Elle reprit une inspiration douloureuse, comme pour repousser un sanglot qui menaçait de surgir à nouveau. Mais, et l'argent? Il n'y avait rien dans la lettre. Julien haussa doucement les sourcils. Tu n'as pas lu le verso? Tourne la page. Au dos, ton père mentionne un endroit où il avait caché quelque chose. J'y suis allé. Et, j'ai trouvé la boîte. Il hésita un instant, puis ajouta avec gravité. Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai rien pris. Tu pourras vérifier toi-même. La boîte était couverte de poussière, scellée, oubliée depuis des années. Julien guida alors Claire à travers la maison. Ils descendirent lentement vers la cave, une vieille pièce de pierre froide à peine éclairée par une ampoule vacillante. Là, sous une vieille planche dissimulée par une pile de journaux anciens, reposait une boîte métallique. Claire la regarda avec stupéfaction. Elle s'accroupit, tendit les mains et l'ouvrit. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement rangés, des économies patiemment accumulées au fil des ans par ses parents, pour elle. Un sanglot brisa le silence. Claire, incapable de contenir son émotion, se retourna vers Julien, puis, dans un élan incontrôlable, se jeta dans ses bras. Elle pleurait de gratitude, de chagrin, de soulagement, de manque. Ses mains s'agrippaient à lui comme à une bouée dans une mer agitée. Julien, un peu pris au dépourvu, la serra doucement, partagée entre la gêne et la compassion sincère. « Merci, murmura-t-elle enfin. Merci de ne rien m'avoir caché. Merci d'avoir été honnête. » Plus tard, une fois la stupeur retombée, Claire, dans un geste de profonde reconnaissance, lui proposa une part importante de l'argent. Mais Julien secoua doucement la tête. « Claire, je suis sincèrement touché par ton geste. Mais je ne peux pas accepter. » Elle ouvrit la bouche, surprise. « Écoute-moi. Je suis jeune. J'ai la santé, des projets plein la tête, un avenir à construire. Je peux gagner ma vie par moi-même. Cet argent, c'est le fruit de tant d'années d'efforts et de sacrifices de la part de tes parents. Ils l'ont mis de côté avec amour, dans l'unique but de te le transmettre un jour. Il t'appartient. Je ne peux pas le prendre. » Sa voix était calme, mais ferme. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle le regarda longuement, bouleversée. Des larmes coulèrent de nouveau sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes d'admiration, de gratitude profonde. Elle venait de rencontrer une âme rare. « Julien, murmura-t-elle, tu es l'une des personnes les plus honnêtes et bienveillantes que j'ai jamais rencontrées. » Et ce n'était pas que des mots. Plus elle passait de temps à ses côtés, plus elle découvrait un garçon profondément bon. Un être qui ne profitait jamais de la détresse des autres, qui agissait toujours avec respect, quelle que soit la situation. Et peu à peu, sans bruit, sans s'en rendre compte, Claire tomba amoureuse. Elle se mit à rechercher sa présence, à attendre ses messages, à savourer les instants partagés. Il était devenu pour elle bien plus qu'un ami, qu'un guide dans cette épreuve, il était devenu un repère, un espoir, un souffle nouveau dans une vie meurtrie par les absences. En silence, en regardant Julien occupé à replacer les journaux dans la cave, elle pensa. « Papa chéri. Maman adorée. J'ai trouvé le garçon dont vous rêviez pour moi. Celui que vous avez espéré en secret, celui dont vous auriez été fier. » Un sourire se dessina doucement sur ses lèvres. Elle leva les yeux vers lui, le regard tendre et apaisé. Julien, tournant la tête vers elle, répondit à ce regard par un sourire maladroit, mais sincère. Il ne savait rien de ce qui se passait dans le cœur de Claire à cet instant, mais quelque chose, dans l'air, avait changé. Peut-être le début d'un nouveau chapitre. Peut-être le fruit d'un amour né d'un héritage invisible, la bonté transmise en silence par deux parents aimants. Et si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous donne la force de continuer à vous offrir chaque jour des récits poignants et inspirants. Merci du fond du cœur. À très bientôt.